C'est parti, mon kiki, on est en onde. Allez. Salut Jérémy. Salut Yann. Salut Gab. Salut Jay. Donc, Jérémy, Guillaume, on a un chanceux ce matin, on a un Français avec nous. Direct de la France. Non, direct. On va avoir des du coup. Ah ouais, c'est ça. Ah, ça on va tous les avoir aux 4 mots. Mais Jérémy, c'est super intéressant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Hein? J'avais dit à Gabriel que je voulais que tu viennes au podcast parce que tu as une perspective de l'entraînement. Dans ce que tu fais, je t'ai vu souvent bouger avec jongler avec 4 balles en faisant un équilibre sur un pied ou des choses comme ça. T'accrocher les pieds sur une barre puis te tenir juste avec ton pied tout simplement. Très donc, développement moteur. Ouais, exact. On aime ça. T'as fait les cours de posturologie avec Mathieu, t'as fait Institut IP aussi, t'as fait la panoplie, là, t'as fait la totale là, dans ce qu'on peut voir, tout ce qui est en neurofonctionnel, posturologie, etc. T'as fait au Québec ou en France? Au Québec. Okay. J'ai fait les deux, le CES Canada puis Institut IP. C'est ça. Ça fait un peu plus de 2 ans que tu es ici? Ouais, c'est ça. Ça va faire 2 ans là au mois de juin. Et puis, j'ai commencé par faire un suivi déjà avec Matt Boulet. Du coup, c'est ce qui m'a introduit un peu à la posturologie. Et quand j'ai vu la pratique, j'ai direct voulu intégrer ça. T'étais venu au Québec pour quelle raison au départ? Moi, juste pour voir un peu plus le monde. Parce que, tu sais, après le Covid, ça m'avait fait un peu peur de pas pouvoir découvrir le monde et du coup je me suis dit ok, je me lance et puis je vais commencer par un endroit et puis le Québec c'est choisi comme ça. Ouais. Les cousins. Ouais, c'est ça. Ok. Tu te dis on va avoir un bon gouvernement, faut qu'on va aller là-bas. Ouais. Bon, vacciné à 95%. On n'embarquera pas dans ce sujet-là. On va aller voir les moutons du Québec. Good. Donc, fait que t'as terminé ta formation en posturologie cette année, je crois, en janvier. Ouais, c'est ça, en janvier, ouais. Et j'ai terminé IP, la neurologie fonctionnelle, en mars. OK. Puis ouais. Qu'est-ce que tu retiens le plus de ces formations-là? Parce que, tu sais, Mathieu, il est venu au podcast ici. Il y a beaucoup de monde qui connaît Mathieu dans le domaine, là, que ce soit, surtout pour la posturologie, là, c'est pas le père, clairement, parce que c'est Dr. Bricot, mais Mathieu, c'est un bon disciple, c'est un bon soldat pour faire connaître la posturologie à travers le monde. Donc, qu'est-ce que tu retiens le plus, toi? C'est vraiment le changement de paradigme, je pense, entre ce qu'était l'entraînement fonctionnel et toute la partie neuro qu'on développait pas, en fait. Toute une partie qu'on se souciait pas vraiment dans l'entraînement et qui, en fait, est comme une des bases pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir performer ou même déjà pour retrouver, je trouve, son potentiel. Parce que c'est ça, moi, par mon expérience, je me suis un peu entraîné toute ma vie et il y avait quand même que j'avais des contraintes physiques, j'avais des déséquilibres que je pensais pouvoir régler en termes de biomécanique ou en cherchant des solutions plus biomécaniques et en fait j'arrivais pas à trouver la solution et je changeais mon entraînement, j'essayais d'aller plus loin, j'essayais de voir différentes pratiques mais il me manquait toujours quelque chose pour pouvoir retrouver comme une stabilité ou une aisance physique, quoi. Toi, dans le fond, quel sport que tu as pratiqué plus jeune? Moi, j'ai commencé par le judo parce que c'est comme la pratique qu'on peut commencer le plus jeune en France, donc je pense que vers 3-4 ans, je commençais à faire du judo et tu sais, c'est juste un peu de l'éveil. Donc, en fait, on est déjà sur de la motricité. On va faire du 4 pattes. On va juste intégrer la conscience de l'autre, sa conscience à soi par des roulades, des choses comme ça, des petits exercices du jeu simple. Ensuite, j'ai commencé le foot ou le soccer ici à l'âge de 5 ans et demi, je pense. Du coup, j'ai continué le soccer tout au long. Là, je pratique encore. Ensuite, j'ai fait du taekwondo. Je me souviens plus de l'âge, mais c'est quand j'étais entre 10 et 14 ans, je pense. Okay. Et ensuite, j'ai commencé à m'entraîner en musculation à 16 ans. J'ai fait 2 années de musculation où, pareil, je m'entraînais par moi-même. Du coup, en termes de technique ou de savoir, c'était très limité, mais c'était plus de l'expérimentation. Ouais. Ensuite, j'ai fait 2 ans de boxe anglaise à mes 18 ans, tout en continuant le soccer.
Ensuite, de la préparation physique. Plus axé football, j'ai enlevé un peu toute la partie sport de combat. Et de plus en plus, en fait, je trouvais que l'entraînement fonctionnel, j'aimais bien parce que ça me servait pour le soccer. Mais je trouvais qu'il me manquait quelque chose et j'ai toujours aimé faire des petites affaires, voilà, comme tu parlais des équilibres sur une jambe en jonglant. En fait, tester des choses et voir un peu ce que ça apportait. Et de là, le mouvement ido-portal s'est développé. Mm-hmm. Et j'ai eu la chance de pouvoir commencer ça ici au Québec et de pouvoir vraiment développer cette pratique-là. Ouais, excellent. Dans le fond, c'est que c'est comme plus tu as suivi ce que, mettons, ido-portal faisait dans le mouvement, soit par des vidéos ou comment ça fonctionne, ou t'expérimentais par toi-même ton corps, comment il bougeait, puis là, t'es tombé sur le type d'exercice ou le type de mouvement, parce qu'on va appeler ça plus du mouvement. Là. C'est ça, c'est qu'en fait, à un moment donné, tu sais, j'aime le soccer et tu sais, je le faisais en compétition et ça, tu sais, c'était quelque chose de sûr. Mais je sentais que dans mon entraînement derrière, j'avais besoin de quelque chose en plus, en fait. Et du coup, par des recherches sur les réseaux, je suis tombé sur cette méthode-là et du coup, qui était en train de promouvoir de bouger différemment, aussi de se réapproprier un peu son corps dans le sens où c'est vraiment le fait de développer un peu toutes les caractéristiques du corps, tout ce qu'on peut développer. Donc, et c'est surtout d'être en apprentissage constant, que la tâche devienne à chaque fois un petit peu plus en fait. Donc vraiment toujours de continuer d'apprendre sur les mouvements, sur soi-même. Et ce que j'aime en fait dans cette pratique, c'est la variété possible. Donc c'est vraiment que on va pouvoir faire de la locomotion. Donc on va plutôt être sur des mouvements avec le sol, en quadrupédie, en table inversée. Ensuite, on va pouvoir faire de l'équilibre sur les mains. Ensuite, on va pouvoir faire du travail avec partenaire. Et en fait, là-dedans, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on peut toujours un peu plus complexifier. On est toujours en contact avec l'environnement aussi. Donc, soit avec le sol, soit un partenaire. Donc, on doit toujours s'adapter aussi à quelque chose d'autre. Il y a toujours une petite notion qu'il y a un peu de l'imprévisible, en fait. Donc, ça va aussi plus demander d'être présent que dans un entraînement où on va rester sur un plan fixe et on va pas bouger. Exact. Puis, dans le fond, ce que je comprends aussi de tout ce qui se passe avec ce type d'exercice-là, c'est qu'il y a aussi souvent un genre de flow, un genre de chorégraphie, si on veut, qui se passe dans que je vois là, parce que moi aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Là. C'est quelque chose que j'ai jamais pris de temps assez pour vous dire que je développe du mouvement comme ça. Mais ce que j'aime de l'idée en arrière, c'est qu'il y a souvent une genre de chorégraphie ou de mouvement qui devient un peu comme une répétition, mais en même temps, tu t'exprimes un peu avec ton corps, là, ça devient un peu un type de poésie. Là. C'est ça, c'est que je pense qu'il faut vraiment... on cherche vraiment à trouver aussi cet état de flow et du coup, en fait, de présence. Du coup, de présence et de détachement un peu à la fois, ce qui fait que t'es toujours dans ta pratique et t'as un certain taux de concentration qui fait que tu dois vraiment être dans ton corps, tu dois vraiment te solliciter tout en ayant un petit lâcher-prise, en fait. Et c'est comme ça que tu peux avoir cette fluidité et que quand tu vois une personne faire, ça rend aussi bien, en fait. Ouais. Mais derrière, je pense qu'il y a aussi une bonne méthode dans le sens où on va faire comme plus de l'isolation. Donc, on va quand même travailler plus un skill, plus un drill, qu'on va venir un peu plus travailler, pas performer parce que c'est pas le mot, mais qu'on va venir. Ensuite, on va plus l'intégrer, donc on va commencer à le mettre avec d'autres mouvements, on va commencer à l'intégrer dans d'autres choses, dans une suite de mouvements. Et ensuite, c'est ça, une fois que ces deux parties-là sont comme un peu maîtrisées, on peut passer sur de l'improvisation et c'est là où on va voir si le mouvement est rentré comme dans notre schéma mental et corporel. C'est là où tu vois que c'est fluide, que tu peux t'oublier dans le mouvement, en fait. C'est pour ceux qui ont
pour ça, toi, Gab, j'imagine qu'il y a Ido Portal et tout. Ouais. À l'époque, on avait dans le niveau 4 d'Institut IP, ça fait 7-8 ans, je pense que tu n'avais même pas fait les cours. Ouais. Non, c'était avec Serge. Ah, tu avais fait les cours à ce moment-là? Ok, ouais, c'est ça. C'est Serge, un pote. Toute la gang de IP qui avait intégré le cours, puis Matt l'a laissé vraiment enseigner les méthodes d'Ido Portal. Lui avait été coaché par Ido Portal lui-même, donc c'était intéressant de voir les concepts. Mais un peu comme toi, c'est plus le manque de temps, puis après ça, introduire ça dans un contexte sportif, moi, je vois définitivement l'intérêt de le faire, mais ça prendrait exactement un gars comme Jérémy, tu sais, dans le gym, qui prend les athlètes puis qui les prépare après ça à faire de la prépa physique plus spécifique un peu au sport. Là. Mais ça pourrait quand même, moi, je trouve que ce qui est bien de ça, c'est que ça pourrait comme être une routine intégrée, soit en échauffement, soit, tu sais, comme en préparation ou, tu sais, chaque athlète ont comme des petites routines à travailler par eux-mêmes. Puis, à la limite, ce que j'aime de ça, c'est que Jérémy l'a super bien dit, c'est que tu es dans le moment présent quand tu fais ça. Tu penses, c'est comme si tu fais un avec ton cerveau puis ton corps, là, puis c'est comme synchronisé. Je trouve toujours un petit peu quand on travaille avec les Desmo, tu penses pas. Quand tu travailles avec une Desmotech dans une zone inertielle, c'est que tu n'es pas en train de penser à autre chose, tu penses vraiment à ce que tu es en train de faire là. Tandis que c'est sûr que là, si tu as 4 plates au back squat, ça se peut que tu penses juste à ton back squat aussi, mais tu pourrais quand même penser à autre chose pendant que tu es en bas ou pendant que tu es en haut. Ouais. Idéalement pas, mais je comprends ce que tu veux dire. Ben, c'est la partie cognitive. Puis étant donné que, comme il disait tantôt, il y a une partie imprévisible, ben aussitôt que c'est imprévisible, le cerveau n'a pas le choix d'être en activité cognitive, puis de commencer à se poser des questions sur ce que tu fais présentement. Donc, il y a une certaine forme un peu méditation là, qui vient avec ça, où il faut que tu sois concentré plus sur tout le côté proprioception. Donc, je vois vraiment comment que ça peut être lié à ce qu'on fait déjà en posturologie, en neurofonctionnel. Mais c'est comme une continuité. Ben oui, c'est ça. C'est la finalité, en fait. Là. Le but, c'est d'être capable de bouger avec son corps dans tous les plans de l'espace. Ouais. Raconte-nous, Jérémy, d'abord... mettons que toi, tu faisais déjà ce genre de mouvement-là avant de faire d'intégrer la posturologie? Ouais, j'avais commencé, ouais. Est-ce que tu trouvais que tu avais... C'est ce qui t'a amené à faire de la posturo? Parce que tu trouvais que tu avais peut-être des restrictions, des tensions dans certains mouvements, puis tu dis, je suis capable de le faire, mais j'ai une difficulté où je me sens restreint. C'est un peu comme ça que c'est arrivé? Totalement, c'est ça. C'est que, tu sais, je m'entraîne pareil depuis que je suis jeune, et en fait, je me disais que c'est pas normal que en faisant attention à mon alimentation, à comment je bouge et à mon sommeil, que j'ai autant de tensions dans le corps, autant de choses que après avoir bougé un petit peu, ça me fasse mal au poignet, que ça me fasse mal à l'épaule, que moi en étant joueur de foot, j'ai tout le temps tu sais les adducteurs courbaturés. Et donc là c'est pour ça que j'étais allé voir Matt, et c'est surtout que moi je me suis fait les ligaments croisés en septembre 2020. Et du coup, je sentais que ça avait vraiment débalancé mon corps. Okay. Et tout le travail déjà du mouvement, je sentais que ça venait développer toutes ces caractéristiques de proprioception, d'équilibre, tout ça. Mais je sentais que j'avais encore beaucoup de déséquilibre en fait. Et c'est pour ça que j'avais appelé Matt. Et puis, c'est ça, on m'avait dit qu'il y a certains mouvements que je pourrais plus faire, en fait. Et ça, moi, je pouvais pas me dire que à une vingtaine d'années, j'allais arrêter de faire certaines choses, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que l'approche, justement, de posturo et de mouvement est vraiment complémentaire, dans le sens où c'est pour redonner... le potentiel à chacun, en fait, de pouvoir bouger dans son corps comme il l'entend, et puis sans contrainte, ouais. Et c'est sûr que la posturo, c'est vraiment une grosse base, parce que, en fait, je vois avec les gens avec qui je m'entraîne qu'il y a certaines limitations qu'ils n'arrivent pas à revenir dessus non plus. On a beau quand même des fois s'entraîner aussi, et c'est quand même dur, on atteint une certaine limite du fait que notre système est pas efficace, en fait, ouais. Je vais faire une petite parenthèse par contre avec ce que tu as dit. Pour notre auditoire, là, nous autres, on a beaucoup d'athlètes qui nous suivent, on a des parents d'athlètes, des préparateurs physiques qui nous suivent. Donc, c'est quand même comprendre que, tu sais, ils t'ont dit que mais tu as trouvé que tu avais des déséquilibres suite à tes croisés. C'était les deux croisés? Non, croisé du genou droit. Du genou droit. Ouais. Bon,
ce qu'on voit, puis depuis le temps qu'on est dans le domaine, Gab et moi, puis qu'est-ce qu'on a vu en posturologie, probablement qu'il y avait, puis des fois il y a des blessures que tu peux plus ou moins gérer, mais probablement qu'il y avait déjà quelque chose au départ. Oui, totalement. Puis dans le fond, le fait que tu t'es blessé, t'as comme ressenti, il y a comme eu une amplification de tes tensions ou de tes déséquilibres. Mais la majorité du temps, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que à moins que tu as reçu un impact incroyable que tu pouvais pas gérer, le corps, on n'est pas nécessairement supposé de se blesser en faisant du mouvement ou des gestes sportifs. Donc, souvent, c'est parce qu'il y a déjà un déséquilibre ou une faiblesse à ce niveau-là. Puis dans le fond, ce qui est arrivé probablement, c'est que quand tu t'es blessé, quand tu as eu ton opération pour ton croisé, ben, tu as ressenti encore plus de déséquilibre. Ouais, c'est ça. C'est que j'avais déjà des déséquilibres avant, j'avais des jeux de tension dans le corps que je trouvais pas normaux. Et c'est ça, le croisé m'a fait me rendre compte de tout ça, en fait. Je pense que aussi, c'est ça, on a du mal aussi à ressentir et à être dans notre corps, de sentir. On va vite trouver une raison d'avoir une tension. On va dire, ouais, c'est tel mouvement, alors que, en fait, c'est vraiment classique, alors que non, on est capable de pouvoir tout faire sans douleur normalement. Et c'est vraiment ça que je pense qu'on essaye de promouvoir avec nos approches. C'est qu'on veut vraiment que tout le monde puisse bouger sans contrainte, quoi. J'avais un client une fois, justement, j'avais entrepris en posturologie, puis tu sais, c'est vraiment le classique pour nous autres d'entendre c'est mon oreiller, c'est mon nouveau matelas, c'est pour les sportifs, évidemment, c'est le sport. J'ai mal tout le temps à droite parce que je suis droitier, puis bon, ça s'arrête pas, mais j'avais vraiment eu un truc extrême. Le mec vient me voir, là, tu sais, un plan scapulaire antérieur classique, pas de rotation cervicale, puis on commence, ça fait peut-être 2-3 mois. Puis, à ce moment-là, j'avais pas encore là, tous les exercices qu'on a actuellement. Donc, c'était vraiment comme le port de la semelle, puis quelques exercices réflexes. Les yeux aussi, probablement. Les yeux, ouais, exact. Mais on n'avait pas quelque chose qui pouvait faire en sorte que la personne recule autant. Donc, on avait la semelle SBS que tu as appris en posturologie, là, qui nous aide à créer un peu plus de verticalité. Puis, ça donne que cette personne-là change sa voiture en même temps. Donc, il vient me revoir, puis on sait que, après 3 mois, normalement, on atteint pas mal le pic des correctifs. Fait que moi, je m'attendais, OK, on va avoir déjà là, un gain en amplitude de mouvement, surtout sur la rotation cervicale. Puis c'était un des enjeux, puis le mec revient, puis il me dit, écoute, j'ai trouvé le putain de problème à mon cou depuis toutes ces années-là. C'était ma voiture. J'ai acheté une nouvelle voiture, puis maintenant, je peux tourner la tête, puis... Oh non! Oh, ouais! elle est bonne, celle-là. Oh, ouais, tu sais, l'angle du banc avec la position dans laquelle je suis placé. Il s'est pas dit que c'était ses exercices de posture. Non, ça n'a rien à voir. C'était sa voiture. Ah ouais, puis le gars a arrêté ses suivis, là, passé 3-4 mois, parce qu'évidemment... il n'y avait plus de tension. Ah ouais, c'est ça, exact. Ah, c'est drôle ça, parce que dans le fond, lui s'est dit, je tourne ma tête parce que ma voiture... elle est plus efficace. Donc c'est sûrement pas parce qu'on a amélioré ta convergence oculaire puis qu'on a délié les muscles cervicaux, mais bon. C'est très classique. J'en ai d'autres pas mal bonnes histoires comme ça, mais il faut se souvenir que finalement... ce qu'on fait comme ce qu'on répète souvent, c'est ce qu'on fait comme profil d'activité. Il n'y a pas nécessairement d'impact sur le problème des tensions, des douleurs orthopédiques, à moins, comme Yann mentionnait tantôt, d'un trauma direct, là, où ce qu'il y aurait... comme dans notre sport que nous, on regarde, là, le hockey, le football américain, des fois au foot européen aussi. Quoique les contacts sont solides, mais c'est plus rare que c'est des... Des fois, il y a des... Au rugby. Au soccer, non, mais au soccer, il y a quand même quand même des enjeux de cheville et genoux. Oui, clairement. Clairement. Et des ischios qui lâchent aussi. Mais ça, c'est des ischios qui lâchent. Ça, c'est plus problématique. Dans le fond, l'autre, il a un tacle au soccer. Ou, oui. Là, c'est des choses que des fois, tu peux gérer, mais peut-être pas tout le temps parce que là, il t'a rentré dans les jambes. Puis là, t'as tombé d'une façon... Ouais, t'as beaucoup de changements de direction. Ce que je voulais dire dans mon exemple, c'est que au foot européen, c'est que l'idée première, c'est qu'il n'y a pas de contact. T'sais, c'est pas comme dans le football américain ou le hockey. Ça fait partie du sport de mettre l'autre en échec.
ou de mettre en contact. Donc, c'est plus dans ce ordre d'idée-là où il y a plus de blessures traumatiques dans ces sports-là qu'au soccer. Plus de quoi? D'impact à la tête? Exactement. Exact. Un des facteurs à ne pas négliger. Parce que... Une commotion cérébrale. Ouais, ben, c'est vrai que c'est plus alors en rugby aussi parce qu'eux, ils sont toujours en contact et c'est vrai que le nombre de commotions est vraiment en train d'augmenter. Non, mais ça a toujours été élevé quand même, c'est juste qu'on en parle plus. Mais c'est parce que dans le fond, comme que tu connais maintenant avec la posturose, si tu as un impact à la tête, là, si ton système vestibulaire fonctionne moins bien, ton système oculaire, tes yeux bougent moins bien, puis là, tu as d'autres choses en lien avec ça, mais là, ça crée d'autres problèmes. Ça peut même créer d'autres problèmes sur ton corps par la suite. Parce que tu penses que tu es peut-être correct, tu es capable de recommencer, mais certains systèmes ne sont pas réintégrés. Donc là, tu recommences à jouer. Mais là, finalement, tu te blesses plus souvent. Tu te blesses à un genou, tu te blesses à l'épaule. Tes performances sont moins bonnes. Ça arrive souvent. Puis tu es rendu plus lent un peu. Juste un peu plus lent. Fait que tu te fais frapper plus souvent. Donc, tu marques moins de buts, tu es moins efficace sur tes réceptions de passes, puis ton match a changé. Donc, ça a plusieurs impacts. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait de plus en plus de soldats comme nous. C'est pour ça que je suis bien content que tu aies rendu un nouveau soldat avec nous pour aider plus en plus de gens à revenir en force ou même à la limite à devenir leur meilleure version d'eux-mêmes. Mais totalement, parce que c'est ça, en fait, ça m'a fait penser à ça. Hier, je suis allé jouer un match de soccer, j'ai intégré une nouvelle équipe et en fait, ça fait quand même depuis que je suis venu ici que j'ai pas joué au football en mode compétition. Donc en fait, là, je suis arrivé au Québec, j'ai fait une reprogrammation posturale avec Matt et j'ai fait du mouvement. Et là, hier, je vois sur mes performances sportives en soccer, qui du coup, j'ai pas vraiment pratiqué. C'est mieux. Je suis meilleur. Je suis meilleur. Je suis beaucoup plus habile. Je suis beaucoup plus explosif. Et il dit déjà, je suis. On l'a eu, hein? Ça n'a pas été long, 2 ans. J'ai eu des bons coachs. C'est ça. Je trouve ça bon. On scrape la langue française, c'est pas exact. Mais ils font ça aussi dans le Nord-Pas-de-Calais, fait qu'ils sont habitués. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant que même sans être dans la spécialisation de faire que de l'entraînement, préparation physique, football, en allant chercher des stimulations sensorielles autres, et ben en fait tu peux vraiment t'améliorer dans ton sport aussi. Et c'est pour ça que sans l'avoir joué. Sans l'avoir joué. C'est ça qui est fou. Ben écoute, c'est drôle parce que là ma saison de hockey-ball recommence. Là, il fait beau à l'extérieur. Je trouve que j'ai beaucoup moins besoin qu'avant de... Tu sais, le timing au niveau de l'extension du corps avec le hockey. Tu sais, c'est sûr que l'hiver, on joue sur la glace, mais tu sais, je joue pas dans des équipes, je vais jouer à la patinoire. Tu joues quand même pas mal cet hiver? Pas vraiment. Je suis allé à l'extérieur, puis that's it. Peut-être une douzaine de fois. Quand même bien. Mais le contrôle de la... C'est le mot, ce que je le vois, c'est tout de suite le contrôle de la balle ou de la rondelle avec le hockey. Donc, si avant... que je fasse ce travail-là, je faisais pas énormément de touches, donc beaucoup de fréquences. Je perds la rondelle, je perds la balle, puis le timing avec mes mains, ma coordination avec mes mains est moins bon. Puis maintenant, alors que je vieillis en âge, à chaque saison, je trouve que mes mains, ce qu'on appelle dans notre jargon mes mains, c'est que le contrôle ou l'habilité avec la balle s'améliore, puis j'ai moins besoin de touches pour revenir au niveau. Que je m'attends pour jouer à un niveau de compétitif. Donc, je peux me relier vraiment à ce que tu parles par rapport au soccer, alors que, tu sais, là, on parle plus de coordination œil-pied, mais c'est la même idée. C'est que si tes systèmes sensoriels ou la boucle sensorimotrice fonctionnent de façon efficace, puis après ça, évidemment, avec du mouvement ou avec ce qu'on fait avec les réflexes archaïques, ben évidemment, c'est bien intégré. Il n'y a pas de raison pourquoi on perd autant de capacité, par exemple, dans un montant X de temps où ce qu'on pratique pas le sport. Normalement, ça devrait être des acquis qui restent, puis quelques touches, puis ça revient. Là. C'est ça, parce qu'à partir du moment où je trouve que le système est efficient, genre oui, comme tu dis, si tu as appris les patterns, si tu as les patterns qui sont intégrés, en fait, ils bougeront pas, quoi. Et tu auras juste à les réactiver une fois que tu vas sur le terrain ou une fois que tu reprends le bâton, quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment impressionnant, Et selon moi, le mouvement, étant donné que c'est une extension des réflexes archaïques, c'est comme un peu...
c'est d'arriver à la fin de la pyramide. C'est du stade Puis 4, puis de garder une intégration, c'est de bouger avec ton corps dans l'espace. Mais en plus, si tu peux appliquer ça dans un contexte que tu es dans un espace 3D, puis que tu as des... en plus de ce que tu parlais tantôt, ce que tu es avec un collègue ou un partner, ou ce que tu as à bouger avec lui, donc être en rythme ou en flow avec l'autre personne devant toi, ben le sport de compétition, c'est ça également. Donc, j'aime le fait que ça demande justement cette coordination-là au cerveau. Pour moi, c'est vraiment une bonne préparation pour le sportif. Je le verrais vraiment en préparation générale, ce contexte-là. Puis évidemment, il peut y avoir une façon de l'amener en spécifique aussi. Là. Ouais, totalement. C'est ça, en fait. Ce que j'aime aussi dans la pratique du mouvement, c'est que ça va être aussi de comprendre un peu la logique derrière ça, comme tu sais, de la neuroplasticité en fait, que de toujours être un peu dans l'apprentissage et de corser un petit peu la tâche. Et du coup, après, c'est sûr que tout dépend le public qu'on a, on peut vraiment l'adapter. Ça va vraiment être à la créativité aussi du coach, parce que c'est sûr que si j'ai un joueur de hockey, je vais lui faire travailler du partnership, mais avec peut-être quelque chose plus coordination œil-main. Si j'ai un footballeur, je vais lui faire travailler plus un truc où il va devoir stepper et le partenaire, il va le mettre en instabilité quelque part, en fait. Mais c'est sûr que j'aime beaucoup ce travail à deux parce que même si la tâche n'est pas aussi complexe qu'en compétition, tu dois quand même t'adapter et le corps va devoir chercher une solution pour arriver à son but, en fait. Ouais, ça, et c'est vraiment ça qu'on veut. On veut une prise de décision plus efficace, nous, dans les sports où t'es en équipe, quoi. Puis, dans le fond, est-ce que... Parce que juste pour que notre auditoire comprenne, tu sais, le mouvement en tant que tel, c'est un mix de plusieurs choses, je crois. Hein? C'est un mix de plusieurs approches. Il y en a qui vont dire, c'est-tu du calisthénie? Ben oui et non, parce que souvent, il y a beaucoup de choses qui se font avec le poids du corps, mais c'est pas nécessairement... l'entraînement de calisthénie, que c'est juste que tu fais des pull-ups, des push-ups et tout, c'est un mix de tout, hein, je crois. C'est ça, en fait, c'est que la pratique du mouvement se veut vraiment généraliste. Donc, en fait, ça regroupe tout. En fait, autant tu peux faire de l'équilibre sur des rails, sur n'importe quoi, autant tu peux faire des complexes sur une barre ou avec des anneaux, autant on va pouvoir faire des mouvements au sol, autant on va pouvoir faire de l'équilibre sur les mains. En fait, ça se veut vraiment complexe, mais pas compliqué. Donc, et ce que j'aime dans la pratique du mouvement, c'est qu'on peut le mettre en place de partout. On n'a besoin de rien. La philosophie derrière, c'est d'avoir du matériel qui est vraiment peu onéreux pour que tout le monde puisse le pratiquer. Ça va vraiment être dans la tâche que tu demandes à la personne que ça va être complexe. Mais c'est vraiment le fait de pouvoir tout travailler, toutes les compétences de ton corps. Que ce soit de la force, que ce soit de l'équilibre, que ce soit de la mobilité, de l'agilité. Donc, il y a un mix de gymnastique, de calisthénie, de mouvements animaux au sol. C'est vraiment tout ce qu'on connaît là, dans le domaine du mouvement avec le poids de corps qui est mélangé ensemble, mais en intégrant justement les mouvements animaux 3D au sol. Là. C'est ça. En fait, c'est vraiment aussi d'aller chercher le meilleur dans toutes les pratiques. Ça veut dire que si tu veux améliorer ton jeu de jambes, on va aller voir du côté des danseurs un peu comment ils se préparent et tout, et l'intégrer un peu à la pratique. Ensuite, si on veut se déplacer par rapport à un partenaire, on va aller voir du côté peut-être de la boxe ou du jiu-jitsu. Ensuite, si tu veux développer, par exemple, ton équilibre sur les mains, on peut aller voir aussi du côté des gymnastes parce que c'est les masters là-dedans. C'est vraiment de regrouper un peu, d'aller voir un peu à gauche, à droite et de prendre un peu le meilleur de chaque discipline pour en faire quelque chose de plus général et pas de spécialisé. En fait, c'est vraiment ça, je trouve, la différence entre la pratique du mouvement et un sport. C'est qu'on se veut vraiment généraliste et pas spécialisé. Donc, de toucher un peu à tout. Et c'est ça. C'est un peu... Ça ressemble... C'est une forme de... Sans avoir de coup,
c'est une forme d'arts martiaux d'une certaine façon quand on regarde ça. Hein? Ben moi, je trouve, là, parce que dans le fond, il y a le mix de travail, comme on disait, de travail au sol, de travail il y a de la mobilité aussi intégrée, il y a de l'amplitude de mouvement, il y a une forme de force aussi, d'être capable de se stabiliser, de contrôler ces mouvements. Puis c'est pour ça que, tu sais, à la limite, on pourrait même dire quasiment que du capoeira, qui est une forme d'arts martiaux, mais qui est de la danse en même temps. Là. Ouais. Ça pourrait y prendre des similitudes avec qu'est-ce que vous faites là, dans le mouvement. Là. Totalement, c'est ça. Hein, c'est que c'est vraiment, je trouve une philosophie, c'est ça, un art martial, une façon de penser et de remettre le mouvement comme quelque chose aussi de plus simple, de plus accessible en fait. Que des fois, je parle avec des personnes et elles me disent j'ai peur de retourner à la salle parce que je sais pas quoi faire. Et là, dans le fait de la salle, ça veut dire gym. Ah oui, au gym, pardon. Pas la salle au Québec, là. À Ville-la-Salle, on n'est pas loin ici. À la salle de sport, au gym. C'est que les gens se retrouvent perdus alors que, en fait, il suffit juste vraiment de bouger. Et en fait, l'exploration de soi-même, parce que ce qu'on veut aussi, c'est un peu de l'individualisation. Donc, ça veut dire que n'importe quel niveau la personne a, tout est adaptable en fait. Tu peux voir une personne faire un équilibre sur les mains, mais toi, si t'en es pas rendu là, c'est pas grave. On va commencer à travailler ton équilibre sur les mains en faisant un 4 pattes, après en faisant comme on appelle une grenouille ou quelque chose comme ça en fait. Et c'est que tout le monde puisse bouger et puis puisse se développer en fait à son rythme et au moment où il en est en fait, et que c'est pas parce que t'as 30 ans et que t'as pas bougé depuis quelques années que tu peux pas faire du mouvement. Et en gros, c'est ça. Vous avez une méthode d'évaluation, exemple, ou peut-être que toi, tu as développé, tu as 4 personnes différentes qui arrivent avec des passés différents, des objectifs différents. Est-ce que tu vas être capable de, au départ, adapter les premiers mouvements? Est-ce que tu as des patterns déjà prédéterminés de dire, OK, ben il faut passer cette séquence-là, puis après ça, on peut monter à une autre séquence? Y a-t-il un ordre de périodisation, quelque chose? Je dirais qu'il y a comme des mouvements que... ou alors on a des skills, mais on veut pas travailler comme ça parce qu'on le mouvement veut pas travailler juste forcément des skills. On veut vraiment que ça soit comme on l'a dit plutôt un flow, une fluidité, et on retrouve l'essence du mouvement. Mais c'est sûr que on va pouvoir le déstructurer pour amener les bases aux gens. Ça veut dire que oui, on va pouvoir commencer avant de faire, comme je le disais, des handstands, de venir retravailler juste sa stabilité d'épaule en 4 pattes, ensuite de faire de la marche à 4 pattes. Ou après, moi là, je pense que avec la posturo, fait que je vois aussi un peu les différents profils des gens et je vois bien adapté par des mouvements un peu plus rythmiques, par un peu plus de coordination simple pour essayer aussi d'activer des voies neuro pour ça. Mais sinon, en termes de mouvement, oui, on peut partir de quelque chose de plus simple pour ensuite le complexifier au fur et à mesure. C'est vraiment ça le but. Good. Nous autres, ben là, Jérémy, on l'a pas mentionné, mais Jérémy, t'es rendu que tu travailles à la zone sportive. Ouais. Et là, c'est quelque chose qu'on veut installer parce que moi, je trouve ça vraiment, vraiment excitant d'avoir une nouveauté, mais aussi avoir quelque chose qui va vraiment avec ma philosophie, que je veux optimiser les gens. Je veux que les gens deviennent des meilleures versions d'eux-mêmes. Des fois, je veux plus qu'eux autres, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais si je suis capable de donner des options, des cours différents ou quelque chose qui peuvent expérimenter leur propre corps puis aller se développer eux-mêmes. Ben là, c'est pour ça qu'on en a parlé. On voulait comme développer, puis là, on appelait ça peut-être un cours de locomotion. C'est ça. Puis dans le fond, c'est juste pour expliquer aux gens, ben c'est accessible à qui, puis qui peut participer à ça. Parce que le but, c'est que ça soit accessible. C'est pas qu'au début, on pensait faire des cours de locomotion 101 à la limite. Puis par la suite, ben, ça se développe. Fait que comment tu vois ça, toi? Comment je vois ça, c'est que c'est vraiment ouvert à tout le monde, en fait. Et c'est ça qui est bien, c'est que... Et c'est parce qu'on n'est pas dans de la performance, en fait, avec le mouvement. On est vraiment plus sur retrouver plus de longévité. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et on va adapter la pratique en fonction de chacun. Et
en tout cas, moi, dans les groupes dans lesquels je suis là, il y a vraiment une belle harmonie et c'est ça que j'ai envie de recréer à la zone sportive, que chacun veut aider l'autre, chacun a un regard vraiment, comment je pourrais dire, avec comment je pourrais dire ça, en tout cas que chacun s'entraide en fait, et que n'importe qui avec n'importe quel niveau soit un plus en fait, parce que moi j'ai autant appris à des gens qui bougeaient pas comme moi, donc en fait je remercie aussi ces gens-là parce qu'ils m'ont appris des choses aussi sur moi ou sur le mouvement que j'aurais peut-être pas découvert si j'avais été qu'avec des gars qui étaient comme moi, qui veulent aller à fond et des choses comme ça. Mais ça ressemble encore là, je vais revenir avec les arts martiaux. Ça ressemble beaucoup à, mettons, les salles de jiu-jitsu. Là, ceux qui sont plus avancés vont aider les débutants. Puis c'est vraiment souvent c'est une ambiance comme ça qui se passe dans ces salles-là. Fait que c'est un peu ça que tu aimerais recréer, si je comprends bien. Totalement. C'est ça. Vraiment créer un espace où les gens peuvent bouger sans être jugés, sans pression. Et que... c'est ça, qu'il n'y ait pas de pression et qu'ils viennent chercher ce qu'ils ont envie de venir chercher en fait. Si eux, c'est plus, ils ont un mouvement qu'ils aimeraient bien faire, hop, on va le retravailler à travers différentes situations, on va pouvoir l'intégrer et ouais, qu'il n'y ait pas de pression, qu'il n'y ait pas d'objectif de performance en fait. Ça a l'air très inclusif comme cours. Êtes-vous subventionné par le gouvernement fédéral? Non, mais on va peut-être leur faire une demande. On dirait une annonce de Mark Carney, votre affaire, man. Ah non, pas Carney. Ouais. Non, c'est bien ça. Mais non, le but, c'est ça. Je pense que ça. Moi, je veux vraiment qu'on arrive, on a de quoi de nouveau, qu'on apporte de quoi de nouveau. Moi-même, comme je dis, on a dit en entrée de jeu, Gab et moi, que c'est quelque chose que j'aimerais intégrer. Je trouve que ça va un petit peu. J'ai aimé un mot que tu as dit, tu as parlé de longévité. Puis c'est un peu ça. Hein, la longévité, c'est qu'en vieillissant, en théorie, si on suit le schéma traditionnel des personnes qu'on voit dans notre entourage ou des personnes âgées, ben les gens bougent de moins en moins bien, ils deviennent de plus en plus stiffs, ils ont de plus en plus peur de bouger parce qu'ils ont peur de tomber, ils ont plus les bases pour pouvoir le faire. Puis si on réussit à intégrer, bon, c'est sûr que je dis toujours, si t'as la base qui est la posturo, t'as tes systèmes intégrés, mais là, finalement, tu peux bouger. Puis si on garde ce mouvement-là pendant longtemps, ben on va vivre jeune longtemps. Puis ça, finalement, c'est une forme de performance, selon moi. Vouloir vivre jeune longtemps, puis on en parle souvent dans le sport parce qu'on travaille beaucoup avec des athlètes de notre côté, mais c'est le même principe. Si l'athlète, on est capable d'avoir du succès avec cet athlète-là pendant longtemps, c'est beaucoup plus efficace qu'un athlète qui a été vraiment dominant, mais pendant 2-3 ans, là, versus un athlète qui peut jouer à des niveaux professionnels pendant 20 ans. On le voit présentement avec un Sidney Crosby, même Ovechkin, il a battu des records cette année. Les gars, ça fait 20 ans qu'ils sont dans la Ligue nationale, puis ils sont encore des joueurs extrêmement dominants. Puis à la limite, Crosby, lui, il a une stabilité pure. Là, ça fait 20 ans qu'il a 1 point par match toutes les saisons. Ouais. Puis tu regardes sa moyenne, il y a eu certaines saisons qu'il y a eu un petit peu plus, mais c'est stable comme ça se peut pas. Donc, c'est là on parle de longévité. Ça, c'est intéressant. Parce que certains athlètes, puis là, on s'en souvient, je n'ai pas dans ma tête, mais des athlètes qui ont été vraiment bons. Mais pas longtemps. J'en ai un, il y a Marianne Gaborik qui a pas eu. Il était vraiment bon, mais maximum 10 ans, puis sa carrière était finie. Là. Ouais, puis ça n'a pas été ça pendant 10 ans. Là. Non. Il a commencé fort, puis stable un peu. Puis, fait que c'est ça. Non, mais la longévité, c'est une forme de performance. T'as dit c'est pas de la performance, mais c'est une forme de performance. C'est vrai. Ouais. Fait que là, dans le fond, toi, présentement, quel type d'entraînement que tu fais? Je t'ai vu t'entraîner récemment, mais là, je pense que tu intègres un petit peu de tout. Là. Tu fais plus de musculation? Et là, en ce moment, j'avoue que moi, mon entraînement, c'est comme 5 fois du mouvement par semaine, 2 entraînements de force que du coup je fais à la zone sportive, et la chance qu'on a, c'est qu'on a quand même des belles machines comme le Desmotech, donc ça me permet vraiment de pouvoir venir chercher un peu plus. Puis tu vois-tu déjà, là, ça fait quelques semaines, tu vois-tu déjà une différence dans ce que tu fais dans le mouvement, d'avoir plus de force? Ouais, totalement. Et même là, j'ai vu surtout au soccer hier, sur mes changements d'appui, franchement, j'étais vraiment bien, quoi. Ouais, je l'ai senti. Et pareil, c'est vrai que mon jeu de jambes grâce au Desmotech, là, je le sens sur tout ce qui est comme la pliométrie, les choses comme ça, je me sens vraiment très efficace, ouais.
Et c'est vrai que ça faisait longtemps que je m'étais pas entraîné en résistance comme ça, en force. Et je trouvais que ça me manquait dans beaucoup de mouvements, en fait. Ou même dans les complexes que je faisais à la barre. Tu sais, il y a quand même que tu dois te stabiliser, tu dois te monter souvent à un bras ou des choses comme ça. Et j'avais comme un petit manque là-dessus. Ben, la force, en entraînement, c'est quand même l'élément... Ben, c'est comme une forme de base, hein? Ouais. Tu veux travailler de l'explosion, il faut que tu aies de la force. Tu veux travailler même de l'endurance, il faut que tu aies de la force. Ouais. Donc, c'est sûr que si cet élément-là, tu réussis à le solidifier, ben, tu améliores tes performances un peu partout, là. Ouais. Non, ça change vraiment la donne. Et puis, toujours d'avoir ce petit côté neuro. J'avoue que, tu sais, je le vois tous les jours dans mes activations, que ça me change aussi la donne. Hein. On peut parler... On parle de tout, là, mais on va parler un petit peu plus de ce qui s'est passé avec ta mâchoire, parce que Gab, c'est un fan de mâchoire. Ah ouais? Ah ouais? Mais c'est dans le fond, c'est quand même intéressant parce qu'il faut que les gens comprennent que tu sais, ta posture, comment que t'es, est-ce que tu as des tensions, etc. Ben, c'est vraiment, il y a beaucoup de liens entre nos capteurs, comme on sait, les pieds, les yeux, mais il n'y a pas juste ça rendu là. Il y a la mâchoire qui a un gros impact. Puis, dans le fond, tu étais recalibré par Mathieu. Tout allait super bien, mais je pense que tu avais des fils, hein, c'est ça? En fait, c'est ça, ouais. C'est que, les fils linguales. Ouais, j'avais les fils linguales derrière, en haut et en bas. Et j'étais tout recalibré. Les tests avec Matt étaient tous flush, tous bons. On les a fait plein de fois, même pendant les formations en conférence. Mais il me restait comme cet obstacle. Et je commençais à avoir la mâchoire... je commençais à plus ressentir ma mâchoire et mes rotations cervicales étaient quand même... Restreinte un peu. Restreinte, tu vois. Et du coup, je devais rentrer en France. Du coup, j'ai pu aller voir le docteur Jean-François Weichun, qui est posturologue aussi. C'est quasiment rendu le meilleur ami à Gab. Non, mais c'est un super gars. Il est incroyable. Il est incroyable. Et du coup, j'ai eu la chance d'aller le voir et m'a enlevé les fils directs. Il m'a donné une gouttière fonctionnelle pour un Mio Brace. Le stade 1? Je pense que c'est un stade 1, ouais, c'est le classique. Il m'a donné quelques exercices pour retravailler la langue aussi, parce que la langue est aussi importante. Elle fait un gros travail dans la bouche. C'est un gros capteur, la langue. C'est un gros capteur, ouais. Et du coup, quand je suis rentré ici, tu sais, je le sentais pareil. Ton corps s'habitue à être bien, à être stable et tout. Et du coup, au bout d'un moment, là, je me sentais vraiment débalancé. Je commençais... Et c'est surtout que quand je suis venu te voir, Yann, à un moment donné... Quand je t'ai testé, t'étais off. T'as vu mon épaule qui était vraiment déséquilibrée. Et en fait, je m'étais vraiment adapté... Mon système s'était vraiment adapté avec cette contrainte dans la bouche. Et une fois qu'on l'a enlevé, c'est comme... ça fait ressortir tous les déséquilibres. Ça fait ressortir tous les déséquilibres. Et en fait, ton système doit reprendre du temps pour se rééquilibrer sur la nouvelle... Ouais. Donc, c'est fou comme la pression qu'il peut y avoir sur les dents peut jouer sur toute la posture, en fait. Oui, absolument. Ouais. Fait que là, dans le fond... Là, présentement, tu portes tes gouttières pendant que tu dors? 30 minutes la journée, idéalement, et toute la nuit, ouais. OK. Puis, peut-être que tu fais tes exercices en posturologie pour essayer de reprogrammer ton système. Et c'est ça qui est marrant, c'est parce que du coup, vu qu'on était arrivé à un point avec Matt où on travaillait vraiment des choses précises, là, du coup, vu qu'on s'est retrouvé comme ça face à ce cas-là où... il savait pas trop d'où ça venait parce qu'il avait jamais vraiment eu trop le cas. On est reparti sur la base en fait. Je refais du réflexe optocinétique et je refais le réflexe de peur paralysante. C'est le premier, c'est ça, ouais. Du coup, en fait, on retravaille vraiment la base pour repartir au début et une fois que ça sera restabilisé, on reprendra des choses un peu plus complexes. Ouais. Donc, c'était un beau chemin. Ben non, mais c'est un peu ça. Hein, dans le fond, tu avais réussi à faire une super bonne reprogrammation, mais avec certains obstacles. Ouais. Que tu te sentais quand même bien, mais il y avait certaines tensions qui tu disais, c'est bizarre, comment ça j'ai ça? On enlève les fils de métal pour optimiser, justement, enlever les tensions au niveau du cou puis de
la mâchoire, mais là, finalement, il faut reprogrammer le système à mieux fonctionner par la suite. Là. C'est ça, c'est qu'en fait, le système est vraiment adaptatif et c'est là où on s'en rend compte. C'est que depuis que je pense que j'avais 14 ans, j'avais ces fils-là et du coup... donc pas à la fin de ton développement, là, même avant. Tu sais, c'est ça. C'est que du coup, même durant mon développement, ma posture s'est adaptée là-dessus, en fait. Donc... c'est sûr que ça l'a vraiment déstabilisé quand on les a enlevés, en fait. Mais moi, j'ai senti directement, tu sais, les jours d'après, que ma mâchoire était détendue, que mon cou était beaucoup plus relâché. Et j'avais comme aussi, des fois, des petites tensions résiduelles dans le poignet après des gros entraînements ou des grosses semaines d'entraînement. Et maintenant, plus du tout, en fait. Ouais. Excellent, ça. Ouais. Good. Hey, merci. Jérémy, t'avais-tu quelque chose ajouter pour la fin? Non, c'est bon. Non? On est good. Merci à vous de m'avoir invité. C'était vraiment super. Cool. Avec le mouvement, ceux qui veulent en savoir plus sur le mouvement peuvent aller voir à Ido Portal, genre à Ido Portal pour aller voir qu'est-ce qu'ils font. Ouais. Ça peut même le Animal Flow font une sorte de mouvement, mais les autres, c'est une chorégraphie qu'ils font en groupe souvent. Et puis... c'est beau, ça. C'était discret. Très discret. Ça disait qu'il faut terminer. On va couper ce bout-là. Et puis, on peut se retrouver à la zone sportive bientôt pour des cours de mouvement. Posturologie, mouvement. Posturologie, mouvement. Comme ça, on va faire des champions. Merci, Jérémy.